bienvenue dans le débat. J-3 avant l'élection présidentielle au Sénégal. 7 millions d'électeurs vont choisir le successeur de Macky Sall. 17 candidats sont maintenant en lice avec le désistement de 2 d'entre eux. 4 d'ailleurs sont plus emblématiques que les autres. Amadou Ba, le dauphin de Macky Sall, le candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye, soutenu par Ousmane Sonko, ferait d'ailleurs la course en tête. Et puis 2 autres comme Idrissa Seck qui se présente pour la 4e fois et Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. La campagne est rapide, 12 jours depuis le report du scrutin. Les candidats sont retournés aujourd'hui dans la capitale afin de retrouver leurs partisans. On va revenir sur ces candidats. Peut-on finalement parler d'un duel entre le candidat du président sortant Macky Sall et celui d'Ousmane Sonko? Quels sont les grands thèmes de la campagne? On va évoquer aussi l'économie, notamment l'enjeu gazier et pétrolier au Sénégal. Et puis finalement, qu'en disent les pays voisins? Quel impact ce scrutin peut-il avoir en Afrique de l'Ouest? On va en parler avec mes invités. Christophe Boisbouvier est avec nous ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Stéphanie. Ancien chef service Afrique de RFI, journaliste donc toujours à Radio France Internationale. Bienvenue. Stéphane Ballong, bonsoir, rédacteur en chef Afrique France 24. Et puis nous avons avec nous notre envoyé spécial qui est à la tête tous les soirs du JTA, Journal Afrique, Myriam Amelal, qui est avec nous, donc envoyée spéciale à Dakar. Bonsoir Myriam. Bonsoir Stéphanie. 17 candidats après l'annonce toute récente du désistement d'Habib Sy et puis l'annonce également du désistement de Cheikh Tidiane Dièye. Ça, c'était un peu plus tôt dans la journée. Donc, au lieu de 19, nous en sommes à 17. Et on va écouter tout de suite quelques réactions à la candidature des partisans d'Amadou Ba, donc le candidat de Macky Sall, et de Bassirou Diomaye Faye, le candidat d'Ousmane Sonko. Nous avons décidé de soutenir Amadou Ba parce que le président Macky Sall a commencé plusieurs chantiers qui ne sont pas encore terminés et nous espérons qu'Amadou Ba sera capable de les achever. Amadou Ba, c'est l'assurance. Amadou Ba, c'est l'ancien premier ministre du Sénégal. Amadou Ba, c'est un homme d'État. Amadou Ba fut l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Amadou Ba fut l'ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal. Donc, il connaît l'État. C'est pourquoi on a choisi Amadou Ba comme candidat à la succession du président Macky Sall. On a confiance en Diomaye. Il va nous aider pour que les jeunes arrêtent de prendre la mer pour aller vivre à l'étranger. Ce qu'ils vont chercher là-bas, nous l'avons ici. Le Sénégal est riche, mais il nous manque un bon leader. Mon candidat, c'est Diomaye, parce que Sonko nous l'a présenté et que Sonko nous guide vers ce qui est bon. Myriam, à Dakar, la campagne bat son plein, en particulier dans la capitale aujourd'hui, puisque les candidats reviennent dans la capitale. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste finalement, Myriam, à un duel entre Amadou Ba, le candidat donc, de Macky Sall, le président sortant, et de Bassirou Diomaye Faye, qui est donc le candidat anti-système de Ousmane Sonko? Alors oui, effectivement, la campagne bat son plein. On arrive à la dernière ligne droite avant le silence électoral et la tenue du scrutin. Et vous l'avez dit, les caravanes convergent vers la capitale Dakar. Elles comptent battre campagne après la rupture du jeûne et ce jusque tard dans la nuit. Donc on ne perd pas son temps côté candidat. Pour ce qui est du duel, incontestablement, il y a un duel. On ne peut le contester et pour plusieurs raisons. D'abord parce que les projecteurs sont rivés sur ces 2 coalitions, Yehui Askanoui et Benabok Yakar. Depuis des mois, on suit le feuilleton. D'abord, le feuilleton Macky Sall, se présentera-t-il ou pas? On a spéculé, on a analysé, on a tenté de comprendre à travers les discussions de ses proches, à travers ses propres interviews qu'il donnait. Est-ce qu'il sera candidat? Jusqu'à ce qu'il mette fin au suspense et qu'il annonce qu'il n'est pas candidat. Donc c'est un feuilleton qu'on a suivi aussi. Et puis le feuilleton Ousmane Sonko, feuilleton judiciaire avec plusieurs procès, des audiences, va-t-il assister, va-t-il ne pas assister, les condamnations, les appels et l'incarcération, puis cette amnistie et sa libération avec son candidat Bassirou Diomaye Faye. Donc ce sont 2 feuilletons que nous suivons, que les électeurs suivent aussi depuis le début. Donc effectivement, on a l'impression qu'il y a ce duel qui prend le dessus. Mais attention, il ne faut pas négliger les autres candidats.
candidats. Il y en a 15 autres qui sont sur le terrain, 15 candidats qui se sont battus pour que cette élection ait bien lieu avant le 2 avril, avant la fin du mandat de Macky Sall. Et ces candidats ne comptent pas faire figuration. Ils ont battu campagne pendant 2 semaines, donc le temps de campagne a été raccourci. 2 semaines intenses pour ces candidats en plein mois de Ramadan, donc des conditions quand même très difficiles avec la chaleur, avec le fait de s'adapter au jeûne du Ramadan. Et les électeurs étaient présents, ont répondu présents au meeting. Donc ces candidats, il ne faut pas les oublier. Ils sont bien là, ils sont bien présents, ils comptent bien peser. Vous l'avez dit, il y a des candidats qui ont une certaine assise, dont le parti est bien implanté dans le paysage politique sénégalais, celui de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ou le candidat qui était arrivé 2e lors de la dernière présidentielle, Idrissa Seck. Et puis il y a même des partis, Stéphanie, qui ne sont pas dans la course, mais qui comptent aussi peser. Je pense au parti PDS de Karim Wade. Aujourd'hui, Karim Wade a tweeté, laissant entendre que Amadou Ba, le candidat de Benno Bokk Yakaar, le candidat de Macky Sall, serait en train de tenter de rallier plusieurs candidats à sa cause pour qu'il ait des soutiens et qu'il y ait des défections pour lui, pour un report des voix en sa faveur. Donc un tweet qui fait aussi peut-être monter les enchères. Il veut peser aussi, même s'il n'est plus dans la course. Donc vous voyez, il y a beaucoup de candidats et n'oublions pas aussi la seule femme candidate, qui Ante Babacar Ngom, qui elle aussi bat campagne, qui a un CV impressionnant, qui est très jeune et qui veut aussi compter dans cette campagne. Donc oui, il y a un duel, même je dirais un bras de fer qui dure depuis des mois, mais il y a aussi les autres candidats et il ne faudra pas les perdre de vue. Christophe, alors c'est vrai que longue première réponse de Myriam pour montrer finalement qu'il y a ce duel, mais que la démocratie sénégalaise, elle fonctionne. Oui, puisque malgré toutes les tentatives de report du scrutin, le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot et a imposé ce vote avant le 2 avril, puisque ce sera ce dimanche 24. Donc, fort attachement des Sénégalais à la loi, au droit, à la Constitution, à la démocratie. Voilà. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu un moment de flottement pour le candidat Amadou Ba de BBK, de Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire de Macky Sall, puisqu'on a cru à un moment, pendant plusieurs semaines, c'était au mois dernier, que Macky Sall reportait le scrutin parce que il doutait de la capacité de son dauphin Amadou Ba à rassembler. Et puis, depuis 2 semaines, on voit un sursaut du candidat Amadou Ba. On voit que finalement, dans la difficulté, il se révèle, il se montre assez saillant, disant qu'il y a des candidats qui représentent un danger pour le Sénégal. Donc il attaque évidemment frontalement le camp du PASTEF. Et puis face à lui, on voit également un renforcement, une galvanisation du candidat PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, grâce évidemment à sa libération de prison, et qui lui aussi devient agressif à l'égard d'Amadou Ba, puisque Ousmane Sonko traite Amadou Ba de fonctionnaire milliardaire et lui demande de publier son patrimoine. Donc on sent un durcissement entre les deux camps qui fait vraiment de cette dernière semaine électorale une vraie semaine politique comme les Sénégalais les aiment. On l'a vu en 2000, en 2007, en 2012, en 2019. À chaque fois, c'est un vrai combat. Et puis, comme l'a dit Myriam, il ne faut pas oublier le facteur PDS, pour qui Karim Wade va-t-il appeler à voter, et bien sûr les vétérans que sont Idrissa Seck et Khalifa Sall, qui n'ont pas dit leur dernier mot. Alors, ça fait beaucoup de candidats, surtout pour ceux qui ne suivent pas l'actualité sénégalaise de près, mais je pense qu'on comprend. Karim Wade, justement, lui, avec cette crise politique qu'on a beaucoup suivie sur France 24, il n'a finalement pas pu participer au scrutin. Donc lui, c'est l'exclu du scrutin. Mais finalement, ceux qui devaient voter pour lui, tout le monde essaye de le récupérer. Et on se demande si effectivement ils seront appelés finalement à voter pour le candidat de la rupture, celui donc qui est symbolisé par Bassirou Diomaye Faye, ou pour le candidat de la continuité qui est celui de Macky Sall, Amadou Ba. Oui, alors Karim Wade va jusqu'au bout tenter de peser dans cette élection. Va-t-il pencher du côté d'Amadou Ba? On pourrait le penser parce que depuis, souvenez-vous, dès le 3 février, quand Macky Sall a mis le processus électoral en suspens,
en annulant le décret qui convoquait le corps électoral. Il avait fait quelque part à la demande, suite aux contestations de Karim Wade. Et à cette époque, on a eu le sentiment qu'il y avait une alliance non formelle entre le camp de Macky Sall, c'est-à-dire BBY, et le PDS d'une certaine manière, puisque les deux partis ont voté à l'Assemblée nationale la création d'une commission d'enquête pour répondre, investiguer sur les accusations portées contre Amadou Ba, le candidat de Macky Sall. Donc il y avait cette impression-là. Et puis finalement, on se rend compte que Karim Wade, finalement, son problème, c'est peut-être avec Amadou Ba, la personne d'Amadou Ba, comme le montre... Donc rien n'indique pour l'instant qui il va suivre. À mon avis, il n'a pas appelé pour l'instant à voter pour l'un des deux candidats. Non, il n'a pas fait lors de la dernière présidentielle. Ce qu'on voit depuis, si on essaie de lire dans le jeu de Karim Wade, c'est peser dans cette élection, c'est monnayer d'une certaine manière, si je peux dire, son électorat. Parce qu'on parle du poids de la coalition de l'opposition, Yewwi Askanui, mais on oublie souvent de dire que cette coalition qui a fait de très bons scores lors des législatives de 2022, cette coalition l'a fait aussi parce que Pastef d'Ousmane Sonko était avec Khalifa Sall de Taharou Sénégal, et avec le PDS de Karim Wade. C'était une coalition d'opposition globale qui avait conduit une liste qui avait mis Macky Sall en difficulté, le parti de Macky Sall en difficulté. Donc Karim Wade a une carte à jouer et c'est ça qu'il est en train de faire. Et il le souhaite qu'il y ait il dit qu'il va avoir un deuxième tour. C'est un souhait de sa part. C'est à ce moment-là qu'il pourra, je pense, négocier. Donc pour l'instant, tout est ouvert, c'est-à-dire l'électorat de Karim Wade peut voter pour l'un ou l'autre des candidats. Absolument. Il faut rappeler que dimanche, c'est le premier tour, c'est le premier tour de cette présidentielle. Un mot peut-être, Myriam, parce qu'a priori, elle a très peu de chances d'être élue. Mais enfin bon, est-ce qu'elle aura un avenir politique au Sénégal, justement? Anta Babacar Ngom, on va l'écouter, la seule femme à être candidate, une femme d'affaires. Pendant mon premier mandat de 5 ans, je créerai 5 millions d'emplois pour tous les jeunes. Mais 2 millions d'entre eux seront réservés aux femmes. Les femmes au pouvoir n'oublient pas d'aider les femmes. Et vous savez, quand vous avez réglé les problèmes des jeunes, notamment l'accès au travail, nous pensons que la moitié des problèmes des femmes seront réglés. Myriam, c'est intéressant de voir qu'elle vise les jeunes, justement, un peu comme le candidat de Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, qui font tout leur discours pour essayer de récupérer l'électorat des jeunes. Alors, elle pèse déjà dans le patronat sénégalais. C'est une femme d'affaires qui pèse beaucoup. Elle est jeune, elle est impressionnante. Elle a 39 ans, elle est déjà patronne. Elle a un CV impressionnant. Elle a fait une partie de ses études, des études d'économie au Canada, à Toronto. Elle a fait une partie de ses économies de ses études à Paris aussi, à l'université Paris-Dauphine, à Sciences Po. Elle a un CV impressionnant. Elle a déjà fait ses preuves sur le terrain et elle parle de sujets qui touchent, c'est-à-dire celui de la jeunesse, celui de l'emploi. Et c'est très important parce que ici, si vous voulez, 19% de la population, la majorité de la population a 19 ans. Donc, vous voyez, c'est une population très jeune. Vous avez 20% officiellement, selon les derniers chiffres, 20% de la population active qui est au chômage. Et c'est un chiffre qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui sont dans l'activité informelle et on les oublie souvent. Donc, vous voyez que l'emploi est l'une des préoccupations des jeunes Sénégalais. Et elle représente justement la femme d'entreprise qui a déjà créé de l'emploi et qui promet d'en créer d'autres. Et puis, ce qu'il ne faut pas aussi négliger, c'est que c'est une femme et qu'elle veut aussi attirer l'électorat féminin. Et elle arrivera peut-être à le faire. Christophe Beaubouvier. Oui, absolument. C'est la seule. Il y avait Rose Wardini, vous vous rappelez, après l'annonce du Conseil constitutionnel et finalement elle a été disqualifiée à cause de sa double nationalité. C'est la même histoire que Karim Wade en fait. Oui. Donc il est sûr que Anta Babacar Ngom devient vraiment une figure importante. Il est probable évidemment qu'elle n'ira pas jusqu'au deuxième tour. Ça ne va pas se jouer entre
Sans doute, s'il y a deuxième tour, ça va se jouer entre les 4 candidats qu'on a déjà nommés, mais elle peut faire une vraie petite percée, notamment chez les femmes, en effet. Et du coup, elle pourrait participer peut-être à un gouvernement. Cet électorat, cette jeunesse, Stéphane Ballong, clairement, c'est elle qui est décisive. Est-ce qu'elle vote ? Alors, c'est une excellente question parce que selon les camps, le discours change. Quand on dit que Ousmane Sonko et son camp, Yewwi Askanui ou le PASTEF sont très populaires, notamment auprès de la jeunesse urbaine, on pense à cette tranche-là qui est fraîchement majeure et qui va voter autour de 19 ans et plus. Et qui favoriserait un candidat anti-système comme lui. Anti-système et auprès une jeunesse auprès de laquelle l'opposition est très populaire, que tout le monde va courtiser d'ailleurs. Mais quand vous discutez aussi avec l'autre parti, on vous dit, certes, c'est une jeunesse qui est très impliquée dans le processus, mais quand vous regardez la liste électorale, l'âge médian où l'âge moyen est autour de 40%. Donc, ce qui ramène sur la table la question de est-ce que être populaire suffit pour gagner cette élection. Et puis, il y a aussi une question qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la question de la stabilité. Vous voyez bien que quand on est dans ce type de processus, finalement, les gens ont souvent peur. Autant on exprime très rapidement et assez facilement dans les grandes agglomérations les inquiétudes, les protestations contre tel ou tel enjeu politique ou économique, autant quand il s'agit de franchir le pas et de rentrer véritablement dans un changement, l'expérience montre que ce n'est pas toujours acquis, hein. Parce que souvenez-vous, Macky Sall... Donc il y a une prime à la continuité. Absolument. Macky Sall qui avait gagné en 2012, Macky Sall n'était pas un ovni de la politique. Il n'a pas connu la trajectoire que Ousmane Sonko et son parti ont connu aujourd'hui. Macky Sall faisait partie du système, si je puis dire. Macky Sall était en quelque sorte un poulain d'Abdoulaye Wade. Donc il a été rejeté, c'est peut-être un peu fort, mais il a été rejeté par Abdoulaye Wade et c'est comme ça qu'il est revenu dans la cour. Mais il était déjà dans le système. Donc c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre parce que là, on parle de véritable rupture, de quelqu'un qui arrive sur la scène très récemment et qui connaît cette percée fulgurante et qui est peut-être à 2 pas de conquérir le pouvoir. Parce que si on regarde, Christophe, son programme, hein, Bassirou Diomaye Faye, qui est donc le candidat de Ousmane Sonko, on parle beaucoup de souveraineté, il veut se débarrasser du franc CFA, donc il soutient... C'est vraiment, il n'exclut pas une collaboration avec les Russes, ça il l'a dit dans une interview au Monde. C'est vraiment le candidat de la rupture, c'est ce que dit Stéphane à l'instant. C'est surtout qu'est-ce qu'il incarne? Oui, je crois que pour les Sénégalais, le plus important, c'est sa promesse de lutter contre la corruption. Ça, c'est vraiment le maître mot d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. C'est avec nous, il y aura beaucoup moins de corruption, il n'y aura plus de corruption. On va créer un parquet national financier, comme en France d'ailleurs. Hein. On va chasser les corrompus. Les scandales d'État, ce sera fini. On vous promet que les revenus du gaz qui va sortir du sous-sol offshore du Sénégal à partir de la fin de cette année seront bien répartis, parce que ça c'est un sacré enjeu. Hein, oui, on va y revenir d'ailleurs. Voilà. C'est un candidat populiste. Donc et il est accusé en effet par ses adversaires d'être populiste. Alors je crois qu'il y a 2 Sénégal en fait. Il y a le Sénégal de la continuité à qui le discours très radical de rupture de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko fait peur. Hein, et qui craignent et qui ont été vraiment inquiétés par les violences qui ont émaillé les émeutes de 2021 et de 2023. Des violences, il y en a eu des 2 côtés, il faut bien le dire. Hein. Il y a eu une répression féroce des forces de l'ordre, mais il y a eu des violences aussi de la part des manifestants. Et puis, il y a ce Sénégal, plus jeune certainement, qui attend une vraie rupture, qui est anti-système et qui espère qu'avec Ousmane Sonko et Diomaye Faye, qui sont tous les 2 d'anciens inspecteurs des impôts, hein, c'est important ça, hein, donc qui ont lutté contre la fraude fiscale pendant toute une partie de leur carrière, eh bien, il y aura un vrai changement.
Myriam Amelal, on revient donc à ce duel justement sur le fond. Amadou Ba qui parle de continuité, qui veut continuer donc à financer les investissements qu'ils ont mis en place, qui parle d'ailleurs de partage aussi des ressources de cette fameuse rente pétrolière ou gazière. Vous avez l'impression, vous qui êtes sur place, qu'il y a vraiment deux Sénégal ? Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Ce duel, c'est entre la continuité et la rupture, finalement. La continuité, c'est justement la stabilité. Amadou Ba était ministre de l'économie, c'est garantir cette sécurité, peut-être la poursuite d'une partie du bilan positif de Macky Sall. C'est toutes ces infrastructures qui ont été construites pendant son mandat, ces 2 mandats d'ailleurs. Et puis la rupture qui s'adresse à cette jeunesse dans un contexte d'ailleurs international global où beaucoup de jeunes sur le continent se sentent à l'écart et mis de côté, ce fameux 2 poids 2 mesures dont on parle régulièrement ici sur le continent. Donc vous avez vraiment ce duel entre continuité et rupture. Et d'ailleurs, Amadou Ba l'a bien compris, parce que quand on voit l'un de ses clips de campagne où il se met en scène dans un bus, il est conducteur, chauffeur du bus, et il y a une dame qui s'endort et qui rêve qu'il y a une espèce de mouvement de panique dans le bus qui déstabilise le chauffeur, le bus part dans tous les sens et finalement elle se réveille, elle regarde Amadou Ba et elle lui dit « Heureusement que c'est vous le chauffeur ». Donc c'est aussi là-dessus que ça se joue et les 2 candidats l'ont bien compris. Donc ces dernières heures de campagne vont être très marquées par justement cette continuité et cette rupture. L'enjeu de l'exploitation du pétrole et du gaz offshore au large de Saint-Louis au Sénégal, c'est bien sûr, vous le disiez Christophe, un vrai enjeu, un enjeu global et un enjeu de cette campagne. On va regarder justement à combien ça correspond. Il y a le champ de Sangomar et celui de Grande Tortue à Méhine. Et donc, si vous prenez l'ensemble de ces 2 champs, il y en a pour, vous le voyez, 230 millions de barils de pétrole et 4,2 milliards de mètres cubes de gaz. Ça fait déjà un petit moment qu'il y a une exploitation, Christophe. Et la question, effectivement, Sonko, lui, parle il dénonce une spoliation des Sénégalais, c'est un peu son discours. Et alors qu'il y a tout de même une loi sur le contenu local qui essaye, en tout cas à Sangomar, de faire participer les locaux. Mais ça, c'est un vrai enjeu. Oui, parce que l'enjeu qui est derrière, c'est l'emploi des jeunes. Ce qui m'a frappé quand je suis passé il y a 2 mois au Sénégal avec Marc Perelman pour interviewer plusieurs candidats, c'est combien la détresse de ces jeunes qui partent en pirogue était présente dans l'esprit de tous les Sénégalais. Et du coup, tous les candidats nous en parlaient. C'était vraiment comment arrêter cette fuite vers l'aventure et quelquefois vers la mort, vers la noyade dans l'Atlantique. L'exil, en fait. C'est comment arrêter le départ de tous ces Sénégalais. D'ailleurs, vous aviez des Sénégalais qui étaient interviewés par vos reporters et par Sarah Sacco qui en parlait là tout de suite. Comment fixer les populations sur le sol sénégalais. Et ça passe par l'industrie, bien sûr, le développement industriel. La création de richesses. Création de richesses, mais ça passe aussi par l'agriculture. Il y a beaucoup de terres qui ne sont pas exploitées au Sénégal, ça on l'ignore beaucoup à l'extérieur. Les Sénégalais le savent évidemment, mais à l'étranger on ne le sait pas. Il y a une richesse agricole en devenir. Et si demain, grâce à l'argent du pétrole et du gaz, le gouvernement peut faire un gros effort budgétaire sur le développement de l'agriculture et de l'élevage sénégalais, il y a vraiment des gisements de richesse. Et là, est-ce qu'il y a une différence de discours entre justement les candidats sur l'exploitation de ces gisements, sur l'utilisation de cette richesse pétrolière et gazière dans l'agriculture? Je pense que la différence se situe au niveau là aussi des 2 camps, c'est-à-dire le pouvoir sortant et l'opposition. Le pouvoir sortant qui défend son bilan tout en continuant à dire, comme le précise bien Christophe, qu'elle va mettre l'accent sur le contenu local pour créer de l'emploi, etc. Et vous avez de l'autre côté, en face, l'opposition qui vous dit les conditions dans lesquelles les contrats ont été attribués ne sont finalement pas très claires et si jamais nous arrivons au pouvoir, nous allons faire un audit de tout cela pour éventuellement renégocier les contrats. Donc là-dessus, il y a une petite différence, mais après, dans le fond, dans l'enjeu même, c'est-à-dire la richesse qu'est censée générer cette ressource, on peut dire que les promesses se rejoignent, parce que de quoi s'agit-il? On vous parle des participations de l'État dans les entreprises qui vont exploiter
ses ressources, augmenter ses participations, c'est aussi augmenter les dividendes dont pourrait bénéficier l'État, c'est aussi augmenter les recettes dont pourrait bénéficier l'État. On parle de contenu local. L'une des promesses qui revient souvent auprès des candidats, c'est aussi créer de la compétence locale, parce que c'est là où ça se joue. Il faut savoir que l'industrie pétrolière et gazière est une industrie capitalistique et donc qui crée finalement peu d'emplois. Et pour remédier à cela, en fait, il faut avoir un écosystème d'entreprises qui puisse apporter des services à la grosse industrie et de ce fait créer de l'emploi. Donc pour cela, il faut de la compétence locale, il faut former des jeunes. Donc plusieurs candidats promettent justement de créer des structures qui permettent aux jeunes Sénégalais d'avoir la compétence pour travailler dans cette industrie. On parle quand même de doubler la croissance économique du Sénégal à partir de cette année. Ça, c'est une promesse quoi, d'Amadouba ou ce sont les projections du FMI. Vous me direz, la croissance ne fait pas tout. Évidemment, elle ne fait pas tout, mais elle crée de la richesse. Et laquelle richesse, si elle est utilisée à bon escient, peut permettre de résoudre des problèmes dans l'agriculture, par exemple. D'ailleurs, il me semble que c'est Idrissa Seck ou Khalifa Sall qui fait cette promesse, qui dit qu'il va mettre les rentes pétrolières au profit de la pêche. La pêche est devenue un secteur sinistré. On l'a montré dans nos reportages ici sur France 24, où les pêcheurs n'arrivent plus à gagner leur vie avec leur métier. Donc, les candidats l'ont bien compris et tout se joue aujourd'hui, tous misent sur les revenus qui vont, les supposés revenus que vont générer. Mais on sait que c'est toujours un atout et un fardeau quand on découvre des gisements de pétrole et de gaz. Un mot peut-être sur l'impact régional de ce scrutin, le Sénégal qui est justement ce modèle de stabilité en Afrique. Christophe, comment regarde-t-on cette élection autour du Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, dans toute cette Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'on est plutôt favorable à Amadouba, à la continuité ? Le Sénégal, c'est le phare de la démocratie en Afrique de l'Ouest. C'est l'un des rares pays, peut-être même l'un des seuls, peut-être il y en a eu d'autres, il y a le Cap-Vert par exemple. C'est l'un des rares pays qui n'a jamais connu de coup d'État militaire depuis son indépendance en Afrique de l'Ouest. C'est un pays où le Conseil constitutionnel a imposé la date de l'élection au président sortant qui voulait reporter jusqu'au mois de décembre. C'est la fierté des Sénégalais, mais c'est aussi pour tous les Africains de l'Ouest un pays que l'on regarde avec une certaine, je crois, une certaine admiration. Parce que voilà, c'est l'histoire du Sénégal depuis l'indépendance, depuis 1960. Donc là, c'est l'une des premières alternances en l'an 2000, quand Abdoulaye Wade passe devant Abdou Diouf et qu'Abdou Diouf l'appelle pour reconnaître sa défaite. C'est un événement majeur dans l'histoire de l'Afrique francophone. Donc, c'était quoi la question ? La question, c'est est-ce qu'ils sont plutôt en faveur de Amadouba ou au contraire du candidat Diomaye Faye ? Ah, bonne question. La continuité ou la rupture ? Ça doit dépendre des pays. Ça doit dépendre des pays. Je pense que, par exemple, vu des pays de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Mali, le Burkina et le Niger, on préfère la rupture. Et vu peut-être de la Côte d'Ivoire, on préfère la continuité. Myriam, Amelal, un mot là-dessus peut-être ? Puisque tout le continent africain regarde l'élection au Sénégal. Alors, ce qui est important de dire, je suis d'accord avec ce que disait Christophe, ça dépendra probablement des pays, mais ça dépendra aussi des tranches d'âge dans les pays. Les jeunes préféreront probablement la rupture, parce qu'on est justement dans une conjoncture internationale qui est particulière. Tout à l'heure, Christophe parlait de l'agriculture. L'agriculture est devenue une préoccupation pour les électeurs, pas que pour les candidats. On a vu avec la guerre en Ukraine les problématiques du blé, par exemple. Macky Sall lui-même avait été plaider la cause du continent africain lorsqu'il était à la tête de l'Union africaine. Et on sait très bien que la souveraineté alimentaire, avec ces conflits, avec aussi le réchauffement climatique, devient cruciale. Donc ce sont des problématiques finalement qui rejoignent tous les pays, qui concernent tous les pays. Et évidemment, vous avez la jeunesse qui est là et qui observe ce qui se passe dans le monde et qui, je vous parlais tout à l'heure du 2 poids 2 mesures, qui a été fortement ressenti après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et bien cette jeunesse partage
cette volonté de rupture. Et vous avez une partie, évidemment, des Africains, des pays voisins, des citoyens des pays voisins qui souhaitent plutôt une continuité et qui regardent avec admiration la force de la démocratie sénégalaise, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, les rebondissements, le report du scrutin et finalement le retour d'une fixation d'une date pour le 24, donc dans quelques jours. Eh bien, ça montre en fait que la démocratie sénégalaise est forte, qu'elle n'a pas été fragilisée. Au contraire, elle s'est renforcée avec tous ces épisodes. Ça a montré que l'opposition, que la société civile a su faire pression et à obtenir le maintien de ce scrutin. Donc ça aussi, dans les pays voisins, on le regarde avec admiration, très certainement. Et puis on regarde bien sûr cette élection de France, parce qu'il y a une diaspora sénégalaise importante en France qui probablement va voter. On va écouter quelques réactions. Mais on est quand même satisfait de pouvoir organiser ces élections dans les plus brefs délais. Et nous avons espoir que les élections se passeront de manière transparente. Bien vrai que j'émets toujours des réserves parce qu'il peut tout se passer du jour au lendemain, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi que le fichier électoral est assez corrompu. On se disait que les élections n'auront jamais lieu. Donc ça, il va vouloir rester là, attendre le pétrole, profiter, les autres pareil. Mais maintenant que tout ça s'est calmé avec le Conseil constitutionnel, parce que le Sénégal a toujours été un pays de démocratie aussi. Depuis Senghor, depuis Abdou Diouf, je crois que nous sommes les rares pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'a jamais vécu de coup d'État. En fait, les gens sont plutôt inquiets. Vu ce qui s'est passé au Sénégal, ces derniers temps, franchement, les gens sont inquiets. On n'est pas du tout tranquille. On espère vraiment que les élections se passent dans de très très bons états. Stéphane, ils sont presque plus sceptiques, non, la diaspora, que les Sénégalais au Sénégal. On a cette impression. Ils sont, j'allais dire, peut-être davantage contestataires du système du pouvoir qui est en place. Et cela s'est vu dans les derniers scrutins. Si vous remontez à 2019, la diaspora a essentiellement voté pour Ousmane Sonko lors de cette présidentielle. Et même plus récemment, lors des législatives de juillet 2022, ici en France, en tout cas, l'opposition a là aussi été en tête. De manière générale, c'est une diaspora qui représente, si vous voulez, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, 5% d'après les chiffres qui sont communiqués de l'électorat. Donc c'est important quand même. Oui et non. En fait, non. Ce qui se joue en réalité, c'est l'impact de cette diaspora sur les électeurs locaux. C'est une diaspora qui est très influente localement. C'est une diaspora qui, économiquement, soutient les électeurs au pays, donc qui ont une influence. C'est pour ça que Amadouba, que ce soit Amadouba, que ce soit le PASTEF, que ce soit les opposants, tous passent à la fois par Paris, aux États-Unis, à Washington, à New York, justement pour parler à cet électorat-là, pour avoir les faveurs de cet électorat-là, parce que c'est 5%, certes, mais c'est 5% qui vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Christophe, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire et puis ce vote de la diaspora? Oui, et puis il y a aussi un paramètre qui compte, c'est cette amitié multiséculaire entre le Sénégal et la France, qui fait que quel que soit le vainqueur de cette présidentielle, les relations resteront fortes entre Dakar et Paris, que ce soit le PASTEF, que ce soit Khalifa Sall, il n'y a pas une préférence pour un ou l'autre. Les relations resteront fortes. Exemple, on a cru un moment que si, par exemple, c'était Ousmane Sonko qui passait, il y aurait rupture avec Paris. Et puis non, l'année dernière, très discrètement, mais finalement ça s'est su, Emmanuel Macron a envoyé une émissaire à Dakar pour rencontrer Ousmane Sonko et ça s'est très bien passé. Donc voilà, il ne faut pas caricaturer l'avenir du Sénégal si demain c'est le PASTEF qui gagne, par exemple. Vous voyez, il y a une vraie tradition sénégalo-française, franco-sénégalaise, incarnée par la diaspora, justement, la diaspora sénégalaise, mais il ne faut pas oublier aussi la diaspora française au Sénégal, qui est importante, qui fait que, voilà, il y a une longue histoire qui perdurera, quel que soit le vainqueur de cette élection. Myriam, mais bon, Bassirou Diomaye Faye incarne tout de même des valeurs plus traditionnelles. Enfin, quand on parle de candidat de la rupture, ça se passe aussi du côté des valeurs, non ?
Oui, bien sûr. Vous avez toujours des candidats qui optent pour le maintien des valeurs, la rupture évidemment avec le passé, mais le maintien justement des valeurs, de la tradition, etc. Et c'est le cas de Bassirou Diomaye Faye. On l'a même parfois accusé d'être proche des islamistes, des frères musulmans, même si ça n'a jamais été prouvé. En tout cas, il a eu cette étiquette, Ousmane Sonko également. Pour revenir aussi sur la question de la diaspora qui est inquiète, par expérience, la diaspora, plus on est loin, plus l'inquiétude est importante parce que justement on n'est pas sur place. Nous ici, depuis qu'on est là, on ne sent pas de tension particulière, même s'il y en a eu pourtant ces dernières semaines. Et pour vous donner une information, j'ai eu tout à l'heure notre envoyé spécial à Ziguinchor, Elie Mandao, qui m'a dit qu'aujourd'hui il y avait un rassemblement des militants d'Amadouba dans le fief quand même d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, et que les partisans de Bassirou Diomaye Faye se sont rapprochés de ce rassemblement et leur ont dit « on vous laisse faire la fête, mais on ne vous donnera pas nos voix ». Donc vous voyez, ça reste bon enfant. Donc l'inquiétude, quand on est loin forcément, en revanche, ça reste quand même, la situation est très calme et ça reste quand même bon enfant cette campagne, malgré évidemment le fait qu'il y a eu des tensions quelques jours avant. Sur justement l'électorat, Christophe Boisbouvier, là on parle beaucoup de Dakar, mais justement en Casamance, c'est là que l'opposant pourrait gagner plutôt? Oui, mais chaque camp a des fiefs. Il y a évidemment... je crois qu'il ne faut pas... Les grandes villes comme... Alors, Dakar, c'est vraiment... ça représente une grande partie de l'électorat, bien sûr. Dakar, c'est très indécis. Vraiment, c'est très difficile de savoir. Vraiment, très difficile de savoir. Qui va voter. Donc, rien n'est joué à Dakar. Ah oui, Dakar, c'est immense. Et puis, il y a évidemment des villes comme Ziguinchor qui sont plus favorables à Ousmane Sonko, donc à Diomaye Faye. Et puis, il faut regarder aussi un petit peu le vote mouride. Hein, le calife général des Mourides a joué un rôle important depuis un an en coulisses pour essayer de faire revenir Karim Wade dans le jeu politique. Il semblerait qu'il joue encore un jeu important pour essayer de faire pencher Karim Wade en faveur du candidat Amadouba. Voilà, vous avez plein de paramètres au Sénégal qui font que rien n'est joué jusqu'à jeudi, mercredi, jeudi ou vendredi prochain quand on connaîtra les résultats du premier tour. Oui, parce que là, on vote dimanche. On vote dimanche, mais on n'aura pas les résultats avant mardi au plus tôt, et peut-être mercredi ou jeudi. Scrutin, donc, qui risque effectivement de se prolonger. Le scrutin, donc le vote, c'est dimanche, et ensuite les résultats, ça risque de prendre un peu de temps. Absolument. Enfin, la tradition, habituellement au Sénégal, on a les résultats, en tout cas les premières tendances après deux jours après le scrutin. Et généralement, après 4 jours, en moyenne, on est à peu près fixé s'il y a un deuxième tour ou pas. Et ensuite, après les résultats, j'allais dire, définitifs du premier tour, ensuite on fixe la date du second tour, quand il y a un second tour. Oui, Myriam, juste pour terminer avec vous, justement, alors déjà, vous allez faire une émission spéciale un dimanche sur France 24, hein, on va tous regarder, puisque donc là, c'est fin, le silence électoral, c'est demain à minuit, me semble-t-il, le vote, c'est dimanche, ensuite les résultats entre mardi, mercredi, disait Stéphane, pour savoir s'il y aura un second tour ou pas, dont on ne connaît pas la date pour l'instant. Si vous nous faites le calendrier qui arrive, là. Absolument, c'est tout à fait ça. Vous l'avez fait, le calendrier. Il faudra quelques jours avant que les résultats officiels ne tombent. En revanche, il y aura probablement des tendances qui vont se dégager, des candidats qui vont revendiquer ou pas leur victoire, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais effectivement, il faudra attendre quelques jours avant de connaître les résultats et de savoir s'il y a un deuxième tour. Et si deuxième tour il y a, ce sera à peu près 15 jours après l'annonce des résultats officiels. Merci Myriam Amelal, donc envoyée spéciale de France 24 à Dakar. Merci Christophe Boisbouvier, Stéphane Ballong. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous.